Imaginez, une simple proposition, une somme d'argent qui pourrait changer votre vie. Accepteriez-vous de jouer un rôle le temps d'une soirée? Pour Élise, cette offre n'était pas seulement une question d'argent, c'était une porte entr'ouverte sur un monde qu'elle ne connaissait pas ou qu'elle avait peut-être oublié. Ce soir, nous plongeons dans une histoire de faux-semblants où un mariage glamour devient le théâtre d'une révélation terrifiante. Accrochez-vous, car les apparences sont souvent trompeuses. Élise vivait une vie invisible dans le cœur vibrant de Paris. Chaque nuit, elle nettoyait les sols brillants de l'Étoile d'Argent, un restaurant prestigieux du 8e arrondissement, sans jamais croiser ses clients fortunés. Un grave accident de voiture, 10 ans plus tôt, avait effacé sa mémoire, la laissant sans nom, sans passé, avec pour seule compagnie les cicatrices et les questions. C'est le docteur Bernard Dubois, son sauveur, qui lui avait donné une nouvelle identité et ce travail. De son côté, Antoine, le propriétaire du restaurant, était un homme qui s'était fait tout seul. Avec son ami d'enfance Maxime, ils avaient gravi les échelons, partant de rien. Mais le succès avait changé Maxime. Devenu arrogant et méprisant, il était sur le point d'épouser Inès, une héritière dont la fortune n'avait d'égal que son dédain pour les gens modestes. C'est pour donner une leçon à cet ami perdu qu'Antoine a eu cette idée folle, sans se douter qu'il allait déclencher une avalanche. La lumière du bureau d'Antoine filtrait à travers les lamelles du store, découpant des zébrures sur le parquet en chêne. Élise se tenait debout, tordant nerveusement le coin de son tablier. L'odeur de cire d'abeille et de café fort, si familière, lui semblait soudain étrangère. 3 mois de salaire, Élise, pour une soirée. La voix d'Antoine était calme, presque trop. Elle leva les yeux vers cet homme qu'elle ne voyait que de loin, une silhouette élégante arrivant à l'aube. Il n'y avait aucune trace d'amusement dans son regard. C'était sérieux, absurde, mais sérieux. « Une blague, monsieur Dubois ?» Sa propre voix était un murmure. Il sourit, un vrai sourire qui atteignit ses yeux. « Appelez-moi Antoine. Et non, ce n'est pas une blague. J'ai besoin que vous m'accompagniez au mariage de mon meilleur ami, en tant que ma fiancée. » Le mot flotta entre eux, chargé d'un poids irréel. Fiancée. Elle, la femme qui effaçait les traces des autres, devait soudain en créer une, fausse, mais éclatante. Elle sentit un vertige, un mélange de peur et d'une curiosité presque oubliée. « Pourquoi moi ?» demanda Élise, sa méfiance luttant contre l'attrait de l'offre. Le restaurant comptait des dizaines d'employés, des serveuses jeunes et magnifiques. Antoine s'adossa à son fauteuil en cuir, son regard se faisant plus pénétrant. « Parce que vous êtes la seule qui ne cherche pas à être vue. Vous avez une sorte de noblesse naturelle, une dignité. Les autres joueraient un rôle. J'ai l'impression que vous n'auriez qu'à vous souvenir. » Cette dernière phrase la frappa de plein fouet. Se souvenir, le mot interdit, le gouffre au bord duquel elle vivait depuis une décennie. Était-ce une chance? Une intuition folle lui disait que ce plongeon dans le grand monde, ce bal masqué de la haute société, pourrait faire vibrer une corde sensible, réveiller un écho dans le silence de sa mémoire. Le docteur Bernard lui avait toujours dit qu'un choc, un environnement familier, pourrait être la clé. Et si ce monde de luxe et d'apparat était le sien avant? Le risque était immense, mais la promesse, celle de savoir enfin qui elle était encore plus grande. C'était plus que de l'argent, c'était un pari sur son âme perdue. « J'accepte, » dit-elle, et le mot sembla sceller un pacte bien plus profond qu'un simple accord financier. Un frisson la parcourut. C'était à la fois terrifiant et exaltant. Antoine lui tendit une carte de crédit noire, au relief sobre et élégant. « Le mariage est dans 3 jours. Ne vous souciez de rien, coiffure, robe, chaussures, tout ce qu'il vous faudra. Je veux que vous soyez la plus belle, mieux que la mariée. » Il y avait une pointe de malice vengeresse dans sa voix, mais aussi une forme de confiance qui la déstabilisa. Elle prit la carte, le plastique froid et lisse contrastant avec la rugosité de ses mains habituées aux produits d'entretien. En sortant du bureau, elle se sentit comme une actrice à qui l'on venait de confier le rôle de sa vie, sans lui donner le scénario.
Dans la pénombre du couloir de service, elle s'arrêta et sortit le petit miroir de poche de son sac. Le visage qu'elle y vit était celui d'une femme de près de 30 ans, agréable, mais fatiguée. Pour la première fois depuis longtemps, elle se demanda qui se cachait vraiment derrière ses yeux bleus. Le premier appel fut pour Sophie, la fille du docteur Bernard. Sophie était sa seule véritable amie, une jeune femme pétillante et chaleureuse qui travaillait, comme infirmière, dans le même hôpital que son père. « Allô, Élise ? Tout va bien ? Tu appelles pour papa ?» La voix joyeuse de Sophie crépita dans le combiné. « Non, pour toi, » répondit Élise, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « J'ai besoin d'un miracle et d'une robe de soirée. Le budget est illimité. » Il y eut un silence, puis un cri de surprise. « Attends, quoi ? Tu as gagné au loto ? Raconte. » Élise lui expliqua brièvement la situation, omettant les détails sur sa mémoire, parlant juste d'un service étrange pour son patron. « Un Cendrillon moderne, j'adore !» s'exclama Sophie. « Ne bouge pas, je termine dans 1 heure et je viens te chercher. On va transformer la femme de ménage en princesse. Paris n'a qu'à bien se tenir. » Raccrochée, la laissa avec un sentiment de vertige. L'engrenage était enclenché. Elle regarda son petit studio, la chambre de bonne sous les toits de Montmartre, avec son unique fenêtre donnant sur une cour grise. Dans 3 jours, elle serait dans un château. Le contraste était si violent qu'il en devenait presque comique. Le lendemain, Paris se transforma en un terrain de jeu luxueux et intimidant. Guidée par une Sophie surexcitée, Élise pénétra dans les boutiques de l'avenue Montaigne. L'odeur des parfums capiteux, le contact de la soie et du cachemire, le silence feutré des salons d'essayage, tout cela aurait dû lui être étranger. Pourtant, une étrange familiarité la saisit. En enfilant une longue robe couleur rubis, qui épousait parfaitement ses formes et laissait son dos nu, elle se regarda dans le miroir et eut le souffle coupé. Ce n'était plus Élise, la femme de l'ombre, c'était quelqu'un d'autre, une femme élégante, sûre d'elle, dont le reflet semblait lui murmurer des secrets qu'elle ne pouvait pas comprendre. « On dirait qu'elle a été faite pour toi », souffla Sophie admirative. Élise sentit une bouffée de tristesse. Elle ne savait même pas si elle aimait cette couleur, si elle avait déjà porté une robe comme celle-ci. Chaque choix était un pas dans l'inconnu, un essai pour deviner la femme qu'elle avait été. La carte d'Antoine glissa sans un bruit sur le terminal de paiement. C'était si facile, si impersonnel. Un monde où l'argent effaçait tout, peut-être même le passé. Les 2 jours suivants furent un tourbillon. Soins du visage, manucure, coiffeur, Élise se laissait faire, spectatrice de sa propre métamorphose. Ses mains, habituellement rougies et abîmées, devinrent douces, ses ongles parfaitement laqués d'un rouge profond. Ses cheveux blonds, toujours dissimulés sous un foulard, furent coiffés en une cascade de boucles souples qui tombaient sur ses épaules nues. Chaque étape était comme une couche de peinture fraîche sur une toile vierge, cachant l'ancienne vie sans pour autant en révéler les secrets. Le soir avant le mariage, seule dans son petit appartement, elle se sentit plus perdue que jamais. Gaspard, son chat noir et blanc qu'elle avait recueilli dans la rue, vint se frotter contre ses jambes, comme pour la ramener à la réalité. Elle le prit dans ses bras, enfouissant son visage dans sa fourrure. Qui était-elle en train de devenir? Une imposture. Ou était-elle simplement en train de retrouver son vrai visage, celui que l'accident lui avait volé? La peur la saisit, et si elle ne se souvenait de rien, elle ne serait qu'une femme de ménage dans une robe de princesse, et la chute, après le bal, serait encore plus douloureuse. Le jour du mariage arriva sous un ciel d'été parfait. À midi pile, une berline noire et brillante se gara en bas de son immeuble. Antoine en sortit. Il portait un costume sombre parfaitement coupé qui soulignait sa carrure. Quand il la vit sur le seuil, dans sa robe rubis, il s'arrêta net. Son regard parcourut sa silhouette, et elle vit passer une lueur d'admiration sincère, presque de stupeur. « Élise !» Il sembla chercher ses mots. « Vous êtes... je ne sais pas quoi dire. Vous êtes absolument magnifique. » Un rougissement inattendu monta aux joues d'Élise. « Merci Antoine. » Utiliser son prénom lui semblait encore étrange.
Il lui ouvrit la portière avec un geste galant, et elle s'installa sur le cuir souple, le parfum de la voiture de luxe l'enveloppant. Alors qu'il s'éloignait de Paris en direction de la campagne, un silence confortable s'installa. Élise observait le paysage défiler, se sentant à la fois actrice et spectatrice d'un film dont elle ignorait la fin. Antoine rompit le silence. « Prête pour le grand spectacle, n'oubliez pas, vous êtes follement amoureuse de moi. » Il lui fit un clin d'œil, et elle se surprit à rire, un rire léger qui semblait venir d'une autre vie. Le château était une vision de carte postale. Une allée de gravier blanc menait à une façade majestueuse, entourée de jardins à la française impeccables. Des invités vêtus de leurs plus beaux atours déambulaient sur la pelouse, une coupe de champagne à la main. L'atmosphère était électrique, un murmure constant de conversations mondaines et de rires légers. Élise sentit une vague de panique monter. Elle allait être démasquée. Mais, quand Antoine lui offrit son bras, un calme étrange s'empara d'elle. Elle posa sa main sur son avant-bras et se redressa. Étonnamment, les gestes lui venaient naturellement, le sourire poli, le léger hochement de tête, la façon de tenir sa coupe. C'était comme faire du vélo. Un instinct profondément enfoui prenait le relais. Antoine la présentait à des couples élégants. Ma fiancée, Élise. Personne ne semblait douter. Au contraire, les femmes la dévisageaient avec une curiosité mêlée d'envie, les hommes avec une admiration non dissimulée. Antoine, à ses côtés, semblait fier, presque protecteur. Pour la première fois, elle se sentit appartenir à ce monde, et cette sensation était à la fois délicieuse et terrifiante. Puis, elle les vit. Maxime et Inès posant pour les photographes près d'une fontaine. Maxime était aussi beau que dans les souvenirs d'Antoine, un sourire charmeur aux lèvres. Inès, dans sa robe de mariée extravagante, avait l'air d'une poupée de porcelaine, froide et parfaite. Antoine serra légèrement le bras d'Élise, et ils s'avancèrent. « Maxime, Inès, félicitations !» La voix d'Antoine était chaleureuse. Maxime se tourna, son sourire s'élargissant en voyant son ami. Antoine, enfin, il le serra dans ses bras. Puis son regard se posa sur Élise, et tout changea. Le sourire de Maxime s'effaça. Son visage devint blême, comme vidé de son sang. Ses yeux s'écarquillèrent, fixant Élise avec une expression d'horreur et d'incrédulité. Il fit un pas en arrière, manquant de trébucher. « Toi !» Le mot sortit comme un souffle rauque, à peine audible. Le temps sembla se suspendre. Élise sentit tous les regards se tourner vers eux. Le cœur battant, elle ne comprenait pas, mais au fond d'elle, une alarme venait de se déclencher, stridente et glaciale. « Je vous présente Élise, ma fiancée », intervint rapidement Antoine, sentant la tension palpable. Il posa une main possessive dans le dos d'Élise, la rapprochant de lui. Inès, la mariée, l'étoisa d'un air agacé, visiblement plus préoccupée par l'interruption de sa séance photo que par l'étrange réaction de son futur mari. « Maxime, chéri, qu'est-ce que tu as ? Tu as vu un fantôme ?» lança-t-elle d'une voix traînante. Maxime secoua la tête comme pour chasser une vision. Il força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Il tendit une main, tremblante, vers Élise. « Pardonnez-moi, vous me rappelez quelqu'un. C'est troublant. Enchantée, Élise. » Sa poignée de main était moite et froide. Élise sentit un frisson désagréable la parcourir. Elle ne connaissait pas cet homme, et pourtant son regard la mettait terriblement mal à l'aise. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une panique à peine contenue, qui lui donnait l'impression d'être face à un prédateur démasqué. Elle répondit poliment, mais son instinct lui hurlait de s'éloigner de lui le plus vite possible. La cérémonie se déroula dans une roseraie magnifique, mais Élise n'y prêta aucune attention. Elle sentait le regard de Maxime peser sur elle, même de loin. Il était agité, distrait, répondant à peine au sourire de sa femme. Pendant le vin d'honneur, Antoine ne la quitta pas d'une semelle. « Vous l'avez vu ?» lui murmura-t-il à l'oreille. « On aurait dit qu'il avait vu le diable en personne. Est-ce que vous le connaissez ?» Élise secoua la tête. « Non, je n'ai jamais vu cet homme de ma vie, mais j'ai eu une sensation très étrange, comme un danger. » Cette réaction validait le plan d'Antoine d'une manière inattendue et inquiétante. Il ne s'agissait plus seulement de donner une leçon à un ami arrogant,
Quelque chose de plus sombre, de plus profond, venait de faire surface. Élise, quant à elle, était prise dans un tourbillon de confusion. Le visage paniqué de Maxime avait fait naître en elle non pas un souvenir, mais une émotion brute, la peur, une peur viscérale, ancienne, qu'elle ne parvenait pas à identifier. Le dîner se tint dans une grande salle de bal au plafond doré. L'ambiance était festive, mais une tension subtile persistait. Après la première danse des mariés, alors qu'une musique plus lente commençait, Maxime s'approcha de leur table. Il avait visiblement bu. « Antoine, mon ami, » dit-il avec une fausse jovialité, « tu m'accorderais une danse avec ta charmante fiancée ?» Antoine hésita, puis croisa le regard d'Élise. Elle lui fit un signe de tête presque imperceptible. C'était une occasion d'en savoir plus. Antoine accepta à contre-cœur. Maxime la conduisit sur la piste de danse, sa main la tenant fermement par la taille. Dès qu'ils furent entourés par les autres couples, son masque de politesse tomba. « Qui êtes-vous » siffla-t-il, son visage à quelques centimètres du sien. « C'est impossible, vous ne pouvez pas être là. » Son haleine sentait le champagne et la panique. « Je ne comprends pas de quoi vous parlez, » répondit Élise, essayant de garder son calme malgré les battements affolés de son cœur. « Ne me mentez pas, » insista Maxime, sa poigne se resserrant sur sa main. « Ce visage, ces yeux, d'où venez-vous? Comment connaissez-vous Antoine ?» Chaque question était un coup de poignard dans le brouillard de sa mémoire. Elle se sentait piégée, agressée. Un fragment d'image traversa son esprit, si rapide et flou qu'elle ne put le saisir, un visage souriant, des cheveux blonds comme les siens, puis une sensation de chute. C'était tout. « Lâchez-moi, » dit-elle d'une voix ferme. « Vous me faites mal. » Son ton attira l'attention d'un couple voisin. Maxime la relâcha aussitôt, son expression passant de la fureur à une panique froide. La musique s'arrêta. Sans un mot, il la ramena à sa table et s'éloigna, se perdant dans la foule. Élise s'assit, tremblante. Antoine posa une main réconfortante sur son épaule. « Qu'est-ce qu'il vous a dit ?» Elle secoua la tête, incapable de parler. Le nom qu'il avait murmuré juste avant de la quitter résonnait dans sa tête, un nom qui ne signifiait rien pour elle et qui pourtant sonnait étrangement juste. Camille. La fin de la soirée fut chaotique. Maxime, de plus en plus ivre, devint agressif. Il fit une scène, accusant Antoine de vouloir ruiner son mariage. « Pourquoi tu as amené cette fille ici? Hein? Pour tout gâcher ?» criait-il, le visage congestionné. Inès et son père tentèrent de le calmer, mortifiés. Antoine, d'un calme olympien, se leva et prit Élise par le bras. « Je crois qu'il est temps pour nous de partir. » Ils saluèrent brièvement les parents de la mariée et s'éclipsèrent sans un regard pour Maxime, qui continuait de vociférer. Dans le silence de la voiture qui les ramenait vers Paris, l'adrénaline retomba, laissant place à un flot de questions. La nuit était noire, les lumières de l'autoroute défilaient à toute vitesse, comme les pensées confuses d'Élise. Elle se sentait au bord d'un précipice. Cette soirée, qui devait être une simple mascarade, avait ouvert une boîte de Pandore. Et elle avait le sentiment que le monstre qui venait d'en sortir la connaissait très bien. « Il faut que je vous dise la vérité, Antoine. » La voix d'Élise était à peine un souffle dans l'habitacle silencieux. Il tourna la tête vers elle, son visage grave à la lueur du tableau de bord. « Je ne m'appelle pas Élise, ou plutôt, je ne sais pas comment je m'appelle. » Et elle lui raconta tout, l'accident, l'amnésie totale, l'hôpital, le docteur Bernard qui l'avait prise sous son aile, lui donnant un nom, un travail, une vie de substitution. Elle lui parla du sentiment constant d'être une étrangère dans sa propre peau, du vide immense à la place de son enfance, de sa famille, de son identité. Elle lui parla du nom que Maxime avait murmuré, Camille. Antoine l'écoutait sans l'interrompre, ses mains serrées sur le volant. Il gara la voiture sur une aire de repos déserte, coupant le moteur. Le silence se fit, dense et lourd. Il se tourna complètement vers elle. « Je vous crois, » dit-il simplement. « Et je pense que mon ex-meilleur ami est la clé de tout ça, et je vais vous aider à la trouver. » À cet instant, il n'était plus son patron, il était un allié, un protecteur. Élise sentit les larmes monter, des larmes de soulagement et de peur mêlées.
Pendant 10 ans, elle avait porté ce secret seule, se sentant anormale, incomplète. Le partager avec quelqu'un et être cru était un baume sur une blessure invisible. Antoine se pencha vers elle, son expression adoucie par la compassion. « Vous n'êtes plus seule dans cette histoire, » murmura-t-il. Il hésita un instant, puis, délicatement, il écarta une mèche de cheveux de son visage. Leurs regards se croisèrent, et dans l'intimité de la voiture, au milieu de la nuit, une nouvelle connexion se tissa entre eux, bien plus réelle que leur fausse romance de la soirée. Il se rapprocha encore, lentement, lui laissant le temps de reculer. Elle ne bougea pas. Ses lèvres effleurèrent les siennes, un baiser doux, presque timide, mais chargé de toutes les émotions de la soirée. Ce n'était pas un baiser de fiancée de comédie, mais le début de quelque chose de vrai, né au cœur du plus grand des mensonges. La route du retour vers Paris leur parut différente, comme s'ils ne revenaient pas au même point de départ. Antoine insista pour la raccompagner jusqu'à la porte de son petit studio. « Appelez-moi si quoi que ce soit vous revient, ou si vous avez juste besoin de parler. Promis ?» Elle hocha la tête, encore sous le charme de ce moment suspendu. « Promis. Et merci Antoine, pour tout. » Il lui sourit et attendit qu'elle fermait la porte avant de s'éloigner. Une fois à l'intérieur, Élise s'adossa contre la porte, le cœur battant la chamade. La soirée avait été un raz-de-marée émotionnel. Elle enleva ses chaussures à talons hauts, un soupir de soulagement lui échappant. Gaspard ne vint pas l'accueillir comme d'habitude, ce qui était étrange. « Gaspard » appela-t-elle doucement. Le silence lui répondit. Une angoisse irrationnelle commença à la serrer. Elle alluma la lumière et son monde bascula. Le studio était sans dessus-dessous. Le peu de meubles qu'elle possédait était renversé. Le tiroir de sa commode arraché, son contenu éparpillé sur le sol. Quelqu'un était entré par effraction. Quelqu'un cherchait quelque chose. Son premier réflexe fut d'appeler son chat, la voix tremblante. « Gaspard !» Elle le chercha frénétiquement dans le petit espace, le cœur au bord des lèvres. Elle le trouva dans la minuscule cuisine. Il était couché sur le carrelage, immobile. Une cordelette était serrée autour de son cou. Un cri muet se bloqua dans sa gorge. La douleur fut si violente, si soudaine, qu'elle lui coupa le souffle. C'était la seule créature vivante qu'il avait aimée sans condition, son seul lien tangible avec le présent, et on le lui avait arraché. Ce n'était pas un simple cambriolage, c'était un message, un avertissement brutal et terrifiant. Ses jambes se dérobèrent sous elle, et elle s'effondra sur le sol, en larmes, tenant le corps encore tiède de son seul ami. Le monde luxueux du mariage semblait à des années-lumière. La réalité venait de la rattraper, et elle était d'une cruauté sans nom. Elle comprit alors que le danger qu'elle avait senti en présence de Maxime était bien réel, et qu'il venait de frapper à sa porte. Ses doigts tremblants composèrent le numéro d'Antoine. Il répondit à la première sonnerie. « C'est encore moi ?» Sa voix n'était qu'un sanglot brisé. « Antoine, quelqu'un est entré. Ils ont tué mon chat. » Il n'y eut pas un instant d'hésitation. « Ne touchez à rien, n'appelez pas la police. J'arrive, donnez-moi l'adresse. » Moins de 20 minutes plus tard, il était là. Il la trouva assise par terre, le regard vide. Il vit le désordre, puis le petit corps sans vie de l'animal. Une fureur froide durcit ses traits. Sans un mot, il s'accroupit à côté d'elle et la prit dans ses bras. Elle s'accrocha à lui, secouée de spasmes. « C'est lui » murmura-t-elle contre son épaule. « C'est Maxime. » Antoine la serra plus fort. « Je sais. » Il l'aida à se relever. « Vous ne restez pas ici une seconde de plus. Prenez ce qui est essentiel. Vous venez chez moi. Vous ne serez plus jamais seul. » C'était une promesse. Et dans le chaos et la peine, cette promesse était la seule chose à laquelle elle pouvait se raccrocher. La mascarade était terminée. La guerre venait de commencer. L'appartement d'Antoine était un havre de paix et de luxe moderne, avec une vue imprenable sur la Seine. Mais Élise n'y prêta aucune attention. Assise sur un immense canapé blanc, une tasse de thé fumante entre ses mains tremblantes, elle fixait un point invisible. Antoine avait appelé un de ses contacts, un ancien policier, devenu détective privé, pour examiner son studio avant l'arrivée de la police. Il voulait avoir une longueur d'avance.
Il cherchait quelque chose, dit Élise d'une voix sourde. Mais je n'ai rien, rien de mon passé. Soudain, elle se figea. Si, une seule chose. Elle se leva, alla chercher son sac à main et en sortit une petite boîte en velours usé. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, sur un coussinet décoloré, reposait une bague, un anneau en or blanc serti d'un diamant solitaire qui brillait d'un feu glacial. C'était à mon doigt quand on m'a trouvée après l'accident, expliqua-t-elle. Le docteur Bernard l'a gardée pour moi. Il disait que c'était mon seul lien avec mon ancienne vie. Antoine prit la bague délicatement. C'était une pièce de grande valeur, l'alliance d'une femme riche, l'alliance de Camille. Le lendemain matin, une lumière grise filtrait à travers les baies vitrées. Élise ne se souvenait pas s'être endormie. Antoine lui avait préparé une chambre d'amis, mais elle se sentait trop vulnérable pour rester seule. Elle avait fini par s'assoupir sur le canapé, épuisée. Antoine entra dans le salon, une tablette à la main, le visage sombre. J'ai demandé à mon détective de faire des recherches sur le nom Camille Delaroche, en lien avec des accidents de la route il y a 10 ans. Son cœur à elle s'emballa. Et il hésita. Il y a quelque chose, un accident de voiture sur une départementale en Normandie. Une jeune femme, Camille Delaroche, a disparu après. La voiture a été retrouvée vide, avec des traces de sang, mais on n'a jamais retrouvé le corps. Elle venait de se marier. Il fit pivoter la tablette vers elle. Un article de journal local s'affichait, avec une photo floue en noir et blanc. C'était une photo de mariage. Une jeune femme radieuse, blonde, souriant à l'objectif, et à côté d'elle, le marié, un Maxime plus jeune de 10 ans, le visage rayonnant d'un bonheur apparent. Le choc fut si violent qu'elle crut que son cœur allait s'arrêter. En voyant cette photo, un barrage céda dans son esprit. Des images, des sons, des sensations déferlèrent en un torrent chaotique et douloureux. Le rire de sa mère dans un jardin fleuri, l'odeur du cuir dans le bureau de son père, le goût du champagne le jour de son mariage, puis des images plus sombres, la panique dans les yeux de Maxime, une dispute violente dans une chambre d'hôtel, la découverte d'un bijou qui n'aurait jamais dû se trouver dans ses affaires, la fuite en voiture en pleine nuit, les larmes brouillant sa vue, le crissement des pneus, le choc brutal, l'obscurité. Elle porta la main à sa tête, submergée. « Mes parents » murmura-t-elle, la voix brisée par une nouvelle vague de souvenirs. Le mariage, juste après, un incendie. Elle regarda Antoine, ses yeux remplis d'une horreur nouvelle. Il les a tués, je le savais. Je m'en suis souvenu, juste avant de m'enfuir. C'est pour ça qu'il a saboté ma voiture. Il voulait me faire taire pour toujours. Elle n'était plus Élise, elle était Camille Delaroche, fille unique d'un riche industriel, mariée à l'homme qui avait orchestré la mort de ses parents pour hériter de leur fortune. Le puzzle macabre s'assemblait enfin. Maxime l'avait épousée pour son argent. Le soir même du mariage, il avait mis le feu à la maison de ses parents, faisant passer leur mort pour un accident. Mais elle avait découvert la bague de sa mère, volée dans le coffre-fort, dans les affaires de Maxime. Comprenant l'horrible vérité, elle s'était enfuie pour aller à la police. Il l'avait poursuivie, l'avait fait sortir de la route, puis, la croyant morte ou mourante, avait disparu, la laissant pour morte. Pendant 10 ans, il avait cru son crime parfait. Il avait touché l'héritage, s'était refait une vie, et avait utilisé l'argent du sang pour construire son propre empire aux côtés d'Antoine. L'apparition de Camille au mariage était son pire cauchemar devenu réalité. Il n'avait pas vu un fantôme, il avait vu le témoin de son crime revenu d'entre les morts, et sa première réaction avait été de tenter de l'éliminer une bonne fois pour toutes. Antoine la regarda, le visage décomposé par la révélation. L'homme qu'il avait considéré comme un frère était un monstre, un meurtrier manipulateur. La culpabilité le rongea. Il avait fait partie de l'ascension de Maxime sans jamais rien soupçonner. Toute leur histoire était bâtie sur un mensonge sanglant. Mais la culpabilité laissa vite place à une détermination glaciale. « Il ne s'en sortira pas, dit-il d'une voix dure. Plus maintenant. » Ils passèrent la journée à rassembler les pièces. Le détective retrouva les archives de l'enquête bâclées sur l'incendie, classées comme accidentelles. Il contacta le procureur avec ces nouveaux éléments. La réapparition de Camille, le seul témoin, changeait tout.
Une protection policière fut discrètement mise en place devant l'immeuble d'Antoine. Camille, ou Élise, comme elle avait encore du mal à se nommer, se sentait étrangement calme. Après 10 ans de brouillard, la vérité, aussi horrible soit-elle, était une encre. Elle savait enfin qui elle était et pourquoi elle devait se battre, non seulement pour elle, mais pour la mémoire de ses parents. La police convoqua Maxime. Confronté à la réapparition de sa femme qu'il croyait morte, il nia tout en bloc. Il prétendit que Camille était instable, qu'elle avait fui après la mort tragique de ses parents et qu'il l'avait cherchée en vain. Mais son histoire était fragile. L'enquête fut rouverte avec une vigueur nouvelle. Les experts en incendie réexaminèrent le dossier et trouvèrent des incohérences qui avaient été négligées à l'époque. L'alibi de Maxime pour le soir de l'incendie, qui reposait sur le témoignage d'invités à son propre mariage, fut réévalué. Pendant ce temps, Antoine utilisait ses propres ressources. Il engagea des experts financiers pour retracer l'origine des fonds que Maxime avait injectés dans leur entreprise commune, peu après la mort des Delaroche. Ils découvrirent des transferts complexes depuis des comptes offshore, alimentés par la vente discrète de biens et de bijoux appartenant à la famille de Camille. Le filet se resserrait, lentement mais sûrement. Chaque jour apportait un nouvel élément, une nouvelle fissure dans la façade que Maxime avait mis 10 ans à construire. L'élément décisif vint d'une source inattendue. Le détective privé d'Antoine retrouva un ancien employé du domaine des Delaroche, un jardinier qui avait été licencié par Maxime juste après le drame. L'homme, maintenant âgé, avait toujours eu des doutes. Il raconta qu'il avait vu Maxime rôder près du garage la veille de l'incendie, une attitude qu'il avait trouvée étrange. Mais le détail le plus important était autre. Il se souvenait que M. Delaroche venait d'installer un nouveau système de caméras de sécurité, très discret, dont presque personne ne connaissait l'existence. Le système enregistrait sur un serveur externe, situé hors de la propriété. C'était un espoir infime. Après des recherches intenses, le service et les enregistrements furent retrouvés, et les images étaient sans appel. On y voyait clairement Maxime, le soir du mariage, pendant son absence de la fête, s'introduire dans la maison et en ressortir quelques minutes avant que les premières fumées n'apparaissent. Le crime, filmé, venait de refaire surface, 10 ans plus tard. L'arrestation de Maxime fit la une des journaux. Le magnate de la restauration rapide, l'homme d'affaires brillant, était accusé d'un double meurtre et d'une tentative de meurtre. Son empire s'effondra en quelques jours. Inès, sa nouvelle épouse, demanda immédiatement l'annulation du mariage, découvrant avec horreur qu'elle avait épousé un homme déjà marié et un meurtrier. Le procès fut très médiatisé. Camille, debout à la barre des témoins, raconta son histoire. Sa voix était claire et forte, elle ne tremblait plus. En face d'elle, Maxime la fixait, le visage tordu par la haine, mais il ne pouvait plus rien contre elle. Les preuves étaient accablantes. Les images de la caméra, les analyses financières, le témoignage du jardinier, tout convergeait. Il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. En entendant le verdict, Camille ne ressentit ni joie ni triomphe, juste un immense soulagement. La justice était enfin rendue. Le fantôme de son passé était enfin en paix. Après le procès, une nouvelle vie commença pour Camille. Elle reprit possession de son nom, de son histoire et de l'héritage que Maxime lui avait volé. Elle aurait pu vivre dans l'opulence, mais elle choisit la simplicité. Elle vendit les entreprises de son père, créant une fondation pour les victimes d'amnésie traumatique et les personnes disparues. Elle voulait donner un sens à ces 10 années de vide. Antoine était toujours à ses côtés. Leur relation, née dans des circonstances si étranges, s'était transformée en un amour profond et sincère. Il l'avait soutenue à chaque étape, l'avait aidée à se reconstruire sans jamais la brusquer. Il était son roc, son présent et son avenir. Elle n'oublierait jamais Élise, la femme de ménage discrète. Une partie d'elle lui serait toujours reconnaissante. C'est Élise qui avait eu le courage d'accepter un pacte insensé. C'est elle qui avait affronté le passé, permettant à Camille de renaître de ses cendres, plus forte et plus libre que jamais. Un an plus tard, par une douce soirée d'automne, Antoine emmena Camille dîner dans son restaurant, l'Étoile d'Argent.
il l'installa à la meilleure table, celle qui donnait sur les lumières scintillantes de la ville. Le personnel, qui la connaissait autrefois comme leur collègue silencieuse, la saluait maintenant avec un respect et une affection sincère. L'atmosphère était chargée d'une émotion douce. C'est ici que tout avait commencé. Dans le bureau d'Antoine, avec une proposition folle. C'est ici qu'Élise avait accepté de jouer un rôle sans savoir qu'elle allait retrouver sa propre vie. Après le dessert, Antoine prit ses mains dans les siennes, son regard était intense, rempli d'amour. « Camille Delaroche, commença-t-il, sa voix légèrement tremblante. J'ai demandé à une femme de ménage de se faire passer pour ma fiancée, mais c'est une héritière qui a volé mon cœur. Je ne veux plus jouer de rôle, je veux que tout soit vrai. » Il sortit une petite boîte de sa poche, bien différente de celle qu'elle avait gardée pendant 10 ans. Il l'ouvrit, révélant une bague magnifique dont le diamant semblait capturer toutes les lumières de Paris. « Veux-tu m'épouser » demanda-t-il. Les larmes montèrent aux yeux de Camille, des larmes de joie pure cette fois. Elle n'eut pas besoin de réfléchir. Sa réponse était une évidence, le point final heureux d'un chapitre douloureux et le début d'un tout nouveau livre. « Oui, souffla-t-elle. Oui, Antoine, je le veux. » Un applaudissement discret éclata dans le restaurant. Le personnel, complice, souriait. Antoine lui passa la bague au doigt. Elle s'ajustait parfaitement. Ce n'était pas un lien avec un passé volé, mais une promesse d'avenir. En regardant l'homme qu'elle aimait, elle sut qu'elle était enfin rentrée chez elle. Non pas dans une maison ou un château, mais dans une vie où elle était aimée pour qui elle était vraiment. Camille, la survivante, Élise, la courageuse, et bientôt la femme d'Antoine. La lumière de la ville semblait briller un peu plus fort ce soir-là, comme pour célébrer la victoire de l'amour et de la vérité sur les ténèbres du passé. La boucle était bouclée, mais une nouvelle histoire, bien plus belle, ne faisait que commencer. La justice a finalement triomphé. Maxime, l'architecte de tant de souffrances, a été condamné, ses mensonges s'effondrant face à la force d'un passé qui refusait de mourir. Pour Camille, la boucle était bouclée. Elle a non seulement retrouvé son nom et son histoire, mais elle a aussi trouvé l'amour, un amour vrai et sincère avec Antoine, l'homme qui a tout déclenché sans le savoir. Ensemble, ils ont transformé cette terrible épreuve en un nouveau départ, prouvant que même après la plus sombre des nuits, le soleil finit toujours par se lever. C'est une histoire qui nous rappelle que la vérité, aussi profondément enfouie soit-elle, finit toujours par trouver son chemin. Merci infiniment d'avoir suivi cette histoire intense avec nous. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains récits et à partager vos impressions en commentaire. Et vous, si vous aviez une intuition aussi forte, auriez-vous eu le courage de la suivre jusqu'au bout